بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Le CNESCO, le Comité national d'évaluation du système scolaire, vient de publier son rapport. C'est 22 équipes de chercheurs qui ont travaillé pendant des mois et des mois et des mois pour voir ce qui va et ce qui ne va pas dans notre système scolaire. Et le rapport est alarmant. On pourrait même dire que c'est catastrophique. L'école va mal, l'éducation nationale va mal. Le mammouth est grippé, ça ne fonctionne plus comme on l'espérait. 22 équipes de chercheurs, des sociologues, des psychologues, des économistes ont travaillé, ils sont payés avec nos impôts. Pourquoi? Pour faire ressortir les dysfonctionnements, le malaise qui existe dans l'éducation nationale. Quand vous lisez, vous dites, punaise, c'est vrai, à ce point-là, 37% des gosses, écoutez bien, quand ils quittent le primaire, donc quand ils sortent du CM2, 37% des enfants ont du mal à lire, et même quand ils lisent, ils ont du mal à comprendre ce qu'ils lisent. 38% des enfants, c'est plus des enfants, des adolescents, quand ils quittent la troisième, pour ceux qui vont jusqu'en troisième, ont des lacunes et ils sont voués, pour la plupart, à un échec, pas seulement scolaire, puisque le CNESCO a pour vocation de mettre en évidence le dysfonctionnement à l'école et ses impacts sur la société. Et vous savez ce que dit le CNESCO? Il dit que parce que ça ne marche pas à l'école, ben ça ne va pas dans la société. Regardez la formule qu'ils utilisent. L'école crée, donc c'est l'école qui est à l'origine de quoi? Qui est à l'origine des inégalités sociales. C'est-à-dire l'école aujourd'hui crée des problèmes. Parce qu'ils sortent de l'école, ils ont du mal à lire, ils ont du mal à écrire, mais ils ont du mal à penser, à réfléchir, puisque vous savez que tout passe par la langue. Normalement, en troisième, un adolescent doit avoir 4 heures de français. Le CNESCO dit, en France, écoutez bien, c'est non pas 4 heures effectives qu'ils ont de français la semaine, c'est 2h30. Dans les zones d'éducation prioritaire. C'est ce que ça dit, les zones d'éducation prioritaire? Ça va, vous voyez? Où sont concentrés le type de population, les couches sociales les plus basses. Il faut aller dans le privé pour que vous ayez réellement 3 heures de français par semaine. La langue française souffre. Et c'est vrai. Moi, je me souviens, en troisième, on nous faisait déjà lire les classiques de la littérature française. Ouais. Prenez aujourd'hui un homme de troisième et dites-lui, t'as lu Baudelaire? Laissez un gosse de troisième. Prenez quelqu'un qui est en terminale. Pas terminale S, pas scientifique, littéraire. Est-ce que tu as lu Madame de Bovary? Ouais. Je ne sais même pas ce que c'est. Je ne connais pas. C'est une catastrophe. Je vous renvoie. Rentrez chez vous, tapez CNESCO et lisez-le. C'est long. Ça vous prendra 2, 3, 4 jours, c'est pas grave. Lisez-le. Comme ça, vous allez comprendre que vos enfants sont en danger. Vous entendez ce que je viens de dire? En danger. Car le CNESCO dit l'école crée les inégalités sociales.
Et au lieu que l'école participe, avec les parents, à l'éducation, à la formation, pour que les jeunes soient stables dans tous les domaines, l'école aujourd'hui est un boulet. Alors, à qui la faute? On n'est pas là pour dire jeter l'anathème sur quelqu'un en particulier, mais tout le monde est responsable. Et à mon avis, les premiers responsables, ce sont les parents. Eh oui, les premiers responsables, ce sont les parents. Car, on a beau dire ce qu'on veut, l'État, la France, nous donne les moyens. Le plus pauvre d'entre nous, s'il n'a pas d'argent, bah écoutez, il aura des bourses, non? Des aides. Donc l'État nous donne les moyens matériels. Mais le matériel n'est pas suffisant. Le matériel n'est pas suffisant. Si en tant que parent, on ne se préoccupe pas de l'éducation et de la formation de nos enfants, si on pense que l'éducation et la formation, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, c'est-à-dire responsabiliser quelqu'un d'autre, donc les profs, l'école, ben vous savez vers quoi nous allons? N'importe quoi, on est déjà dedans. C'est pas on y va, on y est déjà. Vers la catastrophe. On y est déjà. Juste une parenthèse, il y a quelques jours, s'est terminé un colloque qui a duré plusieurs jours au Texas, aux États-Unis. Sur quoi? Sur ça, smartphone. Et les enfants. Smartphone et les enfants. Donc l'impact, positif et négatif. Positif. Est-ce qu'il y a du positif? Donc ils ont mis en évidence à nouveau la gravité. Est-ce que vous savez que l'âge a encore baissé? Avant, les études disaient qu'un gosse, c'est un gosse, 11 ans, pour la première fois, grâce à la technologie, il a accès à la pornographie. Pornographie, vous entendez le terme. À 11 ans. Avant, il fallait attendre 18 ans, 20 ans. Ouais. Plus on remonte dans le temps, avant, quand on était arriéré, il fallait attendre un certain âge, adulte, c'est bon, t'as la tête sur les épaules, t'es formé, pour pouvoir entrer en contact avec la pornographie. A'oudou billah. Puis ça diminuait, plus on évoluait, plus... Aujourd'hui, le résultat, c'est quoi? C'est 9 ans. À 9 ans, les gosses, grâce à ça, smartphone, ils ont accès à des images destructrices. Parce que, une fois que c'est enregistré, tu ne peux pas l'effacer. C'est impossible. Et ça déstabilise les enfants. Allez-y, tapez. Et lisez le rapport du colloque. Vous allez flipper. Wallah, vous allez flipper. Et si vous avez déjà donné à votre gosse un smartphone, vous allez lui retirer. Ou, dans le meilleur des cas, il n'y aura pas le net. Il y aura juste un truc pour communiquer. Et j'ai presque envie de vous dire, même ça c'est dangereux parce qu'il va recevoir des messages écrits de ceux qui regardent la pornographie. Vous entendez? Un gosse, il a besoin d'un smartphone. À 8 ans, il a besoin d'un téléphone. À 10 ans, à 12 ans, il en a besoin. Un gosse à cet âge-là, il doit avoir des livres. Il doit lire. Mais comment voulez-vous qu'il lise? Puisque 37% des gosses, en CM2, ils n'arrivent pas à lire. Ils ont du mal à lire. Et quand ils lisent, ils ne comprennent pas. C'est pas possible. La lecture, c'est devenu tabou. L'éducation nationale va mal. Les profs le disent depuis longtemps. Les profs, depuis longtemps, crient au secours. Alors, c'est pas partout pareil, Attention, il y a des zones où ça marche mieux que dans d'autres, mais globalement, c'est le résultat. L'éducation nationale va mal. Et on est en train d'aller vers quoi? Vers un élitisme, c'est-à-dire une minorité d'enfants
de jeunes qui vont recevoir une éducation intellectuelle au top, la crème, ouais, hein, la carte scolaire. Hein, il y aura des écoles, hein, puis il y aura d'autres, hein, on va faire du gardiennage, on va les retenir. Et demandez aux enseignants, ils vous le disent, hein, les programmes ne sont plus adaptés aux enfants. On ne peut plus leur enseigner ce qu'il y a dans le livre, dans le programme. Vous savez pourquoi on ne peut pas? Parce que c'est trop compliqué pour eux. Et les programmes fondent au soleil de quoi? Au soleil des réformes pour pouvoir s'adapter. D'ailleurs, il y a des idées... Moi, ça me fait rire. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Quoi? La solution, c'est qu'il faut donner des tablettes. Il faut distribuer les tablettes aux primaires. Comme si le problème des gosses, c'était... Ouais. Les gosses, tu n'as pas besoin de lui donner une tablette à l'école à 6 ans. Déjà à la maison, il a fait... Ouais, son stage, il roule sa bosse. Non, allez, pour remédier à tous ces problèmes, on va distribuer des tablettes. Distribuer, non. En fait, on va acheter avec nos impôts des tablettes. Ça va? Vous me suivez? Ouais, je sais pas à qui, mais bon, peu importe. Et puis on va distribuer ça aux gosses sous prétexte que il faut être branché, et c'est comme ça qu'ils vont... Alors que, vous savez, ceux qui sont derrière tout ça, là, ouais, les smartphones, les tablettes, les programmes, la Silicon Valley, les mours, ouais, les grosses têtes, ceux qui fabriquent tout ça, ils ne mettent pas leurs enfants dans n'importe quelle école, donc c'est des écoles bien choisies. D'ailleurs, tu ne peux pas y aller, toi. C'est ce que tu gagnes en un an, c'est ce que ça coûte en un mois. Donc tu ne peux pas y aller. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que dans ces écoles-là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de net. Ils ne sont même pas connectés. Ils ne sont pas branchés. Et les mecs qui fabriquent et qui nous vendent, ouais, leurs gosses sont privés. Vous savez pourquoi? Ils le savent. Ils connaissent les dangers. Là. Mais nous, on ne connaît pas. Nous, on se fait de la pub. Matin, midi et soir. Tiens, je vais acheter le... On est au 7, c'est ça? Et je fais quoi du 6? Si, ça va, il fonctionne encore. Ouais. J'en fais quoi, à votre avis? L'héritage. Ouais. L'héritage. Je transmets un héritage à mes enfants. Tu sais, le gosse qui a 7 ans, si tu as une bonne note, je te donnerai mon 6. Ouais. Alors bien sûr, il va tout faire pour avoir la bonne note. Les notes ne veulent plus rien dire, hein. Vous entendez, hein? Les notes ne veulent plus rien dire aujourd'hui. Les notes ne veulent plus rien dire. Si vous voulez qu'on les note réellement, vos gosses à l'école, ils reviennent avec des 2 sur 20. Eh oui, ce sont les directeurs qui le demandent. Les proviseurs, c'est l'académie qui demande. Ouais, ne notez pas trop bas. On est tenu au résultat. Je connais un enseignant. Ouais, corrige les copies du bac. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, hein, c'est du direct. Riwaya sahiha, une version parfaite. C'est ce qu'il m'a dit. Prof, maths physique, terminale S. Il dit, je prends les copies, je les corrige. Une catastrophe. Bien sûr, zone d'éducation minoritaire. Il a reçu dans son casier, ouvrez bien vos oreilles, je ne sais plus si c'est 7 ou 13. Et moi et les maths, ça fait 2. 7 ou 13 courriers de ses élèves, d'accord, de jeunes filles qui l'invitent. Ouais. Donc il me dit, je corrige, il met dans l'enveloppe, il dépose, et il court à l'aéroport Charles de Gaulle pour prendre son avion, parce qu'il avait déjà envoyé sa femme et ses enfants en vacances. Donc l'après-midi, fin d'après-midi, il arrive à prendre l'avion. Est-ce que vous savez que le lendemain, le proviseur l'appelle, écoutez bien, il lui dit, tu reviens tout de suite. Pourquoi? Il faut que tu revoies ta correction. C'est un massacre. C'est un massacre. Il y a trop d'élèves qui n'ont pas leur bac. Reviens. Écoutez bien, le billet d'avion lui a été payé, il est revenu, il a revisité les copies, il a remonté la note, il a remis dans l'enveloppe et il est reparti en vacances.
Vous entendez? C'est la réalité. Alors, c'est pas partout pareil, attention. Hein. Bon, c'est le CNESCO. C'est pas moi. D'accord? Il y a un problème. Très bien. C'est pas la faute des profs. Non. Les premiers responsables sont les parents. Ce sont les parents qui ne considèrent pas l'instruction, l'éducation intellectuelle comme une priorité. Ouais. La preuve, entrez dans les maisons, vous allez voir la place qu'occupent les livres. À la fondue au soleil, de quoi? Du grand écran. Lui, il n'a pas cessé de grandir. Hein. Vous voyez la télé? Comment? Ouais. Et les livres, on en a de moins en moins. Généralement, quand il y en a, c'est plus le décor. Tu regardes la poussière, ça fait peut-être des mois, des années qu'on n'a pas ouvert la bibliothèque. Alors, c'est normal, des enfants qui voient leurs parents qui ne lisent pas, tel père, tel fils, n'est-ce pas? Les enfants qui voient des parents toute la journée devant la télé, non. L'ordinateur, c'est normal. On ne donne pas l'exemple. Et le comble, c'est que, en ce qui nous concerne, nous, musulmans, le premier impératif coranique, c'est-à-dire la première chose que Dieu nous demande de faire, que Dieu nous a demandé de faire, le premier verset du Coran qui a été révélé, la première chose que Dieu demande aux êtres humains, pas aux musulmans, puisque quand le Coran a été révélé, il n'y avait pas de musulmans. Le Coran est venu pour l'humanité tout entière, l'homme avec un grand H. Dieu ne nous a pas demandé, quand il a commencé son dialogue avec l'humanité, de prier, de jeûner. Non. La première des choses qu'il nous a dit de faire, c'est lire, iqra. Eh oui. La révélation coranique commence par un ordre qui est clair. Lisez. Allez, au boulot. 99% des musulmans font le ramadan. 60%, 70% font la prière. Combien lisent? Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites. Si je vous dis, vous allez avoir honte. Même en France, hein, les études ont été faites. Combien, en moyenne, un Français lit par an? Est-ce que c'est que vous rassemblez tous les pays musulmans arabes? Je ne parle pas des autres pays parce que là-bas ils sont un peu plus développés. On va rester rien que dans les pays arabes. Est-ce que vous savez que la moyenne c'est 4 pages par an? 4 pages par an, la moyenne. C'est pas un livre, hein? C'est 4 pages par an. Ouais. Vous allez dire, c'est normal, il y a l'analphabétisme. C'est pas vrai. Vous avez des pays comme l'Égypte où l'alphabétisme, c'est pas la règle. La majorité savent lire et écrire. Ils ne lisent pas. Et pas besoin d'aller là-bas. Restons chez nous, ici en France, nous, dans nos familles. Allez, laissez. Allez à la mosquée. Et vous allez voir. Les livres, ils sont là par centaines, et personne ne lit. Alors que c'est un ordre, c'est une obligation. Dieu nous dit de lire. Et ne me dites pas que Dieu nous a dit de lire le Coran. Le Coran n'existait pas quand il a dit ça. Il nous a dit de lire, point, à la lignée. De lire tout. D'ailleurs, la suite du verset est très révélatrice, puisque Dieu dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Lis au nom de ton Seigneur. Donc c'est ton Seigneur, ton Dieu qui t'a dit de lire. C'est pas ton père, c'est pas ta mère. Hein? C'est pas le prof à l'école. Hein? Et en tant que croyant, tu obéis à Dieu quand tu lis. Allez, je vais vous le dire autrement. En tant que croyant, quand tu lis, tu adores Dieu. C'est puissant quand même. Hein? Je lis, c'est une adoration. Un jour, l'imam Malik était assis avec... l'imam Shafi'i. Ouais. Était assis avec ses élèves et ils étaient en train d'étudier la science, la connaissance, le savoir. Et c'est l'appel à la prière. L'appel à la prière se termine. Le réflexe de ces élèves, c'est de se mettre debout pour aller accomplir une prière de génuflexion, de rakat. Et l'imam Shafi'i les arrête en leur disant « Vous allez où ?» Ils disent « On va aller prier. » Il leur dit « Restez assis, car ce qu'on était en train de faire est meilleur que ce que vous voulez
faire. C'est-à-dire ces prières non obligatoires que vous voulez faire pour plaire à Dieu ne valent pas les 10 minutes d'études que nous allons entreprendre. Mais bien entendu que la science pèse dans la balance des actions beaucoup plus que 1000 et autres adorations. Car le propre de l'homme, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il est capable d'apprendre. L'animal, il est bloqué, il est figé, il ne peut pas évoluer. Nous, on est ignorants et on grandit et on apprend. Et d'ailleurs, le bien-être et le bonheur de l'humanité est lié à quoi? À la connaissance, au savoir, à la science. Et l'ignorance est une faute? Non. C'est un péché pour celui qui l'accepte. Celui qui accepte son état d'ignorant désobéit à Dieu. Dieu dit dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Les plus enclins, c'est-à-dire les plus prédisposés à connaître Dieu, à l'aimer, à l'écouter, ce sont ceux qui ont la science. Et c'est évident, c'est du bon sens et c'est de la logique. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Hal yastawi al-a'ma wal basir, celui qui voit et celui qui ne voit pas, sont-ils égaux? Ne pas chercher à comprendre, à apprendre, c'est une faute. Non, c'est pire que ça. C'est ce que c'est? C'est un égarement manifeste. Accepter l'ignorance, c'est entrer en conflit. Avec qui? Avec celui qui nous a ordonné. Vous êtes choqué quand vous voyez un musulman, je ne sais pas, qui ment, qui consomme de l'alcool, ce sont des interdits. Et pourquoi vous n'êtes pas choqué quand vous voyez des musulmans qui ne lisent pas? Combien de livres tu as lu ce mois-ci? Tu regardes, étonné, et vous savez ce que disent certains jeunes musulmans? Ils disent, je n'aime pas lire. Regardez ce qui sort de la bouche. Je n'aime pas lire. Il sait lire, mais il n'aime pas. Mais t'aimes quoi alors, au final? Si tu n'aimes pas la lecture, tu n'aimes pas Dieu. Puisque Dieu t'a dit d'aimer, t'a dit de lire. Comment veux-tu comprendre ton monde, le monde qui t'entoure, si tu n'es pas capable de l'entendre? Car le monde qui t'entoure parle. La matière parle. Ouais, les êtres humains parlent. Tout est vivant et envoie des messages. Le problème, c'est que tu es sourd. Même la langue, tu ne l'as pas. Même la langue, tu ne l'as plus. C'est-à-dire, c'est pas seulement que tu n'es pas capable de t'exprimer pour dire ce que tu penses, ce que tu ressens pour que tu sois compris. C'est que lorsque l'autre te parle, tu as du mal à le comprendre, ou tu le comprends mal, ou tu comprends le contraire de ce qu'il a voulu dire. Vous savez ce que ça crée? Ça crée des conflits. L'incompréhension totale. Certaines personnes qui me disent, ouais, toi, c'est bien quand tu parles, au moins on te comprend. Tariq Ramadan, quand il parle, après 2 minutes, on lâche. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est Tariq Ramadan qu'il faut comprendre, pas moi. Mais Tariq Ramadan, il utilise un style, un vocabulaire soutenu. En fait, il n'est pas si soutenu que ça. C'est du français. C'est la langue de Molière. Et moi, je tire vers le bas pour essayer de ratisser large, pour réveiller les consciences, pour que vous alliez écouter Tariq Ramadan qui dit des choses intelligentes, alors que moi, je dis souvent des bêtises. Mais non, les musulmans ne veulent pas élever leur niveau intellectuel, ils ne veulent pas lire, et ils ne veulent pas faire de l'éducation intellectuelle de leurs enfants une priorité. Et quand je dis une priorité, vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire envoyer vos enfants à l'école. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix, vive la France. L'instruction est obligatoire. Que ce soit à l'école, dans le système, ou tu les gardes chez toi, mais tu leur dispenses le savoir, ou dans le privé, peu importe. Jusque 16 ans, ton gosse, il doit quoi? Il doit recevoir une instruction. Alhamdulillah. C'est pas obligatoire dans beaucoup de pays. Hein. Eh oui. Il y en a qui auraient rêvé, souhaité vivre en France, ne serait-ce que pour
D'ailleurs, il y a un très beau film qui a été fait. Je ne sais plus comment il s'appelle, punaise. Les enfants qui font des kilomètres pour aller à l'école. Ouais, la pluie. Comment? Oui, il a été... Il faudrait le retrouver sur le net. C'est un documentaire. En fait, c'est un documentaire. Les chemins de l'école. Les chemins de l'école, Ahsan Nordin. Les chemins de l'école. Vous prenez vos marmots, ouais, et puis vous le regardez avec eux, et regarde. Est-ce que c'est qu'il y a des gosses aujourd'hui, là maintenant au moment où je vous parle, boum, ils viennent de sauter sur une mine antipersonnelle. Ouais, parce qu'ils sont allés à l'école, et comme le pays des droits de l'homme, les États-Unis, la Statue de la Liberté, a planté des mines un peu partout dans le monde, ouais. En Afghanistan, en Irak. Tiens, même au Vietnam, ils sautent encore les gosses. Même au Vietnam, ouais, il arrive encore que des gosses sautent sur des mines hein, qui ont été... Regardez les risques que prennent des gosses pour aller quoi? Pour aller apprendre à lire et à écrire. Et nous, on est servis sur un plateau, grâce à la solidarité nationale. Hein. C'est pas gratuit l'école en France. Hein. Ouais. C'est la solidarité. Hein. Je veux dire, ce sont nos impôts. Okay. D'ailleurs, juste au passage, alhamdoulilah, jusqu'il y a encore quelques années, le premier budget de l'État, c'était le budget de quoi? De l'éducation nationale. Dans la plupart, ouvrez bien vos oreilles, dans la majorité des pays dits musulmans, le premier budget de l'État, c'est lequel? C'est l'armement, la défense. En fait, c'est comment faire pour étouffer les peuples et les dominer. Ouais. La dictature. Vous avez compris, le premier budget, dans la plupart des pays musulmans, c'est comment empêcher la démocratie, ouais. Empêcher le réveil des consciences. Ouais. C'est des milliards pour tuer l'intelligence. Et en France, on dépense des milliards pour créer de l'intelligence. On dépense. Je retire ce que j'ai dit. On dépensait, car aujourd'hui, le premier budget de l'État, ce n'est plus l'éducation nationale. Eh oui, l'éducation nationale est passée derrière. C'est lequel le premier budget? Qu'est-ce qui nous plombe? Vous êtes prêts? Non, c'est pas l'armée. On n'a plus d'armée en France. C'est fini. On a tué même l'armée. Service militaire, on a tout. Vous savez c'est quoi? Écoutez bien. C'est la dette. La dette. Payer les intérêts. On est à 2000, je ne sais plus combien. Vous savez, ça défile. Hein. Toutes les secondes, je crois que c'est 530 000 euros. On est à 2200 et quelques milliards. Et le problème, c'est quoi? C'est que on ne peut pas rembourser le capital. On rembourse que les intérêts. Chaque année, je crois que... Je ne sais plus les chiffres. Ouais, moi et les maths, ça fait 2. Ouais. Allez voir sur le net. Vous pétez les plombs. Je crois que c'est 50 millions, milliards. Bref, je ne sais pas. En tout cas, c'est plus l'éducation nationale qui est en premier. C'est l'engraissement des banquiers. Ouais. C'est l'enrichissement des riches. D'accord? Et l'éducation nationale souffre et appelle au secours. On voudrait des moyens. Notamment, il faut embaucher. On manque de profs. Alors la bonne nouvelle, je crois qu'ils ont annoncé aujourd'hui 21 000 créations d'emplois, 21 000 recrutements. Comment? C'est parce que c'est les élections. Oh, c'est méchant. Ouais. Mais tant mieux. Au moins ça prouve que les élections servent à quelque chose. Oui ou non? Si on embauche 21 000 enseignants parce que c'est bientôt les élections pour gagner les voix des électeurs, pourquoi pas? C'est un moyen de pression, ça marche, tant mieux. On est d'accord? Mais regardez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manquait de 21 000 profs. Je vous assure, en Seine-Saint-Denis, c'est le département de Seine-Saint-Denis, il y a des enseignants qui m'ont dit, que je connais très bien, ils me font souvent des rapports, ils me racontent ce qui se passe. Ils me disent, écoutez, hein, pendant l'année dernière, on a eu des profs absents 6 mois. C'est pas nouveau, c'est normal. Mais le problème, c'est pas qu'un prof soit absent, c'est qu'il n'est pas
Ah, punaise. Oh, 3 mois, les gosses, ils n'ont pas eu de maths. 4 mois, ils n'ont pas eu de français. C'est pas possible, non? Mais bien sûr. Les premiers responsables sont les parents. Parce que si les parents étaient présents à l'école, là où ils déposent leurs enfants, si... Ben tiens, c'est aujourd'hui, non? Non, on est combien aujourd'hui? Tiens, ben si, c'est aujourd'hui. Le vote? L'association des parents? D'élèves? Non, c'était pas aujourd'hui? C'est aujourd'hui, la 7. Alors, vous avez voté? Bien. On va voter. Levez la main ceux qui ont voté. Eh bien. Vice-présidente, machin. C'est ça. Ma deuxième question, c'était est-ce que vous êtes présenté pour porter la responsabilité, le fardeau de la responsabilité, pour faire marcher votre école, pour qu'elle soit meilleure, pour vos enfants, pour les enfants de tout le monde? Normalement, on devrait tous être adhérents de l'association, payer nos cotisations, et on devrait tous donner de notre temps, de nos compétences. C'est l'avenir de vos enfants. On doit être 24 heures sur 24, tous les jours à l'école, pour que tout fonctionne comme il se doit. Interpeller l'académie, le recteur, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Punaise, c'est votre devoir. Mais non, vous savez ce qu'on fait? On prend les gosses, on les dépose, et on fait demi-tour. Ah ben, il y a plus important. Il y a des séries télévisées, il y a des coups de fil à passer ou à recevoir, il y a des grandes... Ouais, les 400 PAF. Je ne sais pas à quoi on occupe notre temps alors que notre temps devrait être occupé pour que nos enfants réussissent. Ouais, la réussite scolaire est fondamentale. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'on a découvert? Non, on ne l'a pas découvert, ça ne date pas d'aujourd'hui, punaise. C'est que... Je le dis, il n'y a pas de tabou, hein, vous êtes d'accord? Ouais. La plupart de nos tarés, là, de nos musulmans intégristes tarés, là, vous savez, les fous, là. Ouais. Même ceux qui ont été arrêtés, qui ont commis des attentats ou qui allaient commettre des attentats, parce qu'il y en a beaucoup qui se font arrêter, alhamdoulilah. Ouais. La plupart d'entre eux sont passés par quoi? Par l'école, par l'échec scolaire. L'échec scolaire. Ouais. L'échec scolaire. Alors l'échec scolaire, ça veut tout dire. Hein. Là-dedans, ouais. Le QI plus bas, tu ne peux pas faire. Et puis après, bah, tu sors de l'école, tu te retrouves dans la rue. L'oisiveté, la mère de tous les vices. C'est ça. Regardez, l'échec scolaire, l'échec économique, social, même l'échec familial. Ouais. L'échec scolaire, dans notre pays, mène à toute une série d'échecs. Et après, ouais, la lumière, en fait, c'est pas une lumière, hein, c'est une arnaque. Ouais. La religion, et boum, ils partent dans quoi? Alors pourquoi ils vont dans les extrêmes? Parce qu'ils veulent justifier leur échec. Il faut un bouc émissaire. Ouais. Si j'ai échoué, c'est à cause de qui? C'est à cause alors du prof qui était raciste. Ouais. J'ai pas réussi à l'école parce que les profs étaient racistes. Moi je me souviens quand on était gosse. Hein. Généralement tu arrives en 5e, on t'envoie en BEP, CAP, ouais, plus ou moins des portes, des voies de garage, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas vrai. Ouais, tu apprends un métier, c'est à ton honneur hein, d'être tourneur, fraiseur, d'être menuisier. 3e, alors là, c'est même pas la peine. Tu demandes à l'un, pourquoi tu passes pas? Pourquoi? Le prof est raciste. En fait, c'est faux. Le prof n'est pas raciste. Tu ne fais pas ce qu'il faut, il n'y a pas de suivi de la part des parents. Et après, et c'est ça la pire des choses, il n'y a pas d'ambition. Wallah, il n'y a pas d'ambition, c'est notre jeunesse. Moi, chaque fois que je rencontre des jeunes qui sont en terminale, c'est quelle question je lui pose? Tu fais quoi après le bac? Quand ils me répondent, je ne sais pas. Oh, je pète les plombs. Je dis, c'est pas possible. Il est au bac,
Dans 6 mois, il va avoir son bac, c'est-à-dire une clé. Pourquoi? Pour entrer dans 1001 institutions nobles. Et il ne sait pas où il va. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité? 18 ans, 19 ans, tu es un homme normalement. Tu es adulte, tu es responsable. Et tu ne sais pas où tu vas. Tu es à la croisée des chemins, tu ne sais pas. Il n'y a pas de GPS dans la tête. Il est perdu. Et vous savez ce que font beaucoup de ces jeunes? Ils s'inscrivent dans n'importe quelle branche. Il faut bien avoir la bourse. Généralement, ils sont éligibles. Et la première année devient quoi? Un fiasco, ça ne marche pas. Il faut attendre la deuxième année, après le bac, pour... Ouais. Il sent que, bon, je vais faire ceci. Et en fait, la deuxième année, c'est la vraie première année. Et comme pendant un an, il n'a rien fait, il a perdu l'habitude d'écrire au stylo et d'apprendre par cœur, mais il rate la deuxième année. La première année qui est la deuxième. Donc, troisième inscription, vous avez remarqué, il fait du surplace. Ben, il faut bien un boulot maintenant, parce qu'il n'y a plus de bourse pour pouvoir... Ben, c'est fini. Pourquoi? Parce que quand il était marmot, quand il était gosse, est-ce que vous croyez que ses parents lui mettaient dans la tête, tu vas devenir médecin, tu vas devenir prof, tu vas devenir boulanger, tu vas devenir... Rien, ils ne l'ont pas préparé psychologiquement, ils ne l'ont pas expliqué qu'est-ce qui l'attendra plus tard quand il sera grand, ils ne l'ont pas parlé, rien du tout. Tu vas à l'école, ramène, pour ceux qui lisent, ouais, ceux qui suivent, et le gosse grandit sans quoi? Sans projet de vie. Et ça, c'est catastrophique. Si tu vas faire avec quelqu'un, c'est un légume. Hein? Il n'y a pas de projet. Il tourne en rond. Et c'est ce qui est arrivé à notre jeunesse, et c'est ce qui est en train d'arriver à notre jeunesse à nouveau. Donc les premiers responsables de la situation, ce sont les parents. Les parents qui sont souvent, malheureusement, pas des modèles. Deuxièmement, donc là je suis en train de vous parler de ma génération, hein, nous qui sommes français, qui avons été scolarisés. Hein. Je ne parle pas de nos parents qui savaient ni lire ni écrire et qui ont tout fait pour qu'on sache lire et écrire et qu'on réussisse. Et j'ai presque envie de vous dire, nos parents ont mieux réussi que nous. Hein. Eh oui, parce que c'est la catastrophe aujourd'hui. Hein, quand je vois la troisième génération, tu me diras, c'est vrai que nous à notre époque, il n'y avait pas de smartphone. D'accord? Et aujourd'hui, les gosses, vous savez c'est combien le... Non? Vous n'avez pas lu? Lisez. Lisez ce qu'il faut. Un gosse au collège aujourd'hui en France, en 2016, passe 3h30 en moyenne là-dessus. Alors avec Pokémon Go, là, qu'ils ont rajouté, c'est plus 3h30. Hein. C'est des nuits blanches. Des nuits blanches. Des nuits blanches, vous vous rendez compte? À courir après le... Non, le virtuel, le vide, vous savez, du vent. Ouais. Non, mais c'est terrible, non? Vous ne trouvez pas que c'est de la manipulation, tout ça, non? Vous ne trouvez pas que c'est... Ils sont forts, hein? Bah, tu sais, les pires des morts ne sont pas ceux qu'on a enterrés. Les pires des morts, ce sont ceux qui marchent encore et qui sont vides là-dedans. C'est eux les pires. Et c'est eux qui font pitié. L'autre, il est mort, c'est tout, il est enterré. On l'a pleuré. Non, il est là et c'est le vide, le néant dans le cerveau. C'est une catastrophe au niveau intellectuel. Donc, réveillez-vous, chers parents. Allah yabarak fikoum. La réussite scolaire de vos enfants dépend de votre volonté, de votre capacité à vous engager à la maison et à l'extérieur. Et vous avez de la chance d'avoir des associations en communauté Berlik, ouais, qui vous proposent quoi? Moi je me souviens, il y a 30 ans, c'était une idée qui était ingénieuse, très intelligente, le tutorat. Hein? Un élève qui a des difficultés est suivi par... On les mettait ensemble. Ouais? On faisait des binômes. Celui qui est fort en maths, tu mets quelqu'un qui est faible pour que l'autre l'aide. Hein, ils travaillent ensemble, etc. Bon, ils trichent de temps en temps, mais c'est la règle du jeu. Le but, c'est le tirer vers le haut et lui donner les moyens.
a marché, ça n'a pas marché, peu importe. En tout cas, vous avez une association qui vous propose des cours de soutien, qui vous propose de créer des binômes. Hein, quelqu'un qui prend en charge quelqu'un, qui le suit. C'est le top, c'est beau. Normalement, c'est ce qui devrait se faire partout. Les centres sociaux, hein, les maisons de jeunes, hein, au lieu de leur mettre des... Ah, la catastrophe. Vous savez, ma génération, quand on sortait de l'école, encore à l'époque, il y avait des devoirs. Maintenant, il paraît que les devoirs... non, c'est trop... Ça suffit ce qu'il a fait à l'école. Et un jour, il y a un enseignant qui m'a dit « Mais ça ne sert à rien de leur donner les devoirs, puisque ce sont les parents qui font les devoirs à leur place. Ouais. » Ce qui n'est pas faux, puisque c'est vrai, dans certains cas, mais pourquoi pénaliser ceux qui font réellement leurs devoirs? Mais vous me direz aujourd'hui, tu leur donnes des devoirs, ils rentrent, ils prennent ça en 2 secondes. Ouais. Tu ne sais même plus quoi faire, subhanallah. Si, moi je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, il faut vous organiser. Eh oui. Vos enfants sortent de l'école, vous organisez, vous faites un planning hebdomadaire. Le lundi, ça sera de la lecture. Ouais. Vous les ramenez au local. Et on fait 2 heures de lecture. Mais il faut que les grands frères, les grandes sœurs s'occupent des petits. Vous vous rendez compte? Allez, on prend un livre et chacun lit à tour de rôle. On leur donne des récompenses. On se fixe des objectifs. Tant que nos enfants ne sauront pas lire et parler le français correctement, ils connaîtront l'échec scolaire et l'échec intellectuel. Tout passe par la langue. Vous entendez? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Ça coûte rien. Wallah, c'est gratuit. Hein? Ça demande juste l'engagement des plus grands pour prendre en charge les plus petits, l'engagement des parents, l'organisation. Vous avez une association dont vous devez tous être adhérents et adhérentes. Un programme, vous le respectez, et Wallah, même pas un an, vous verrez les résultats. Même pas un an. Qu'est-ce qui vous empêche le mercredi de faire des cours de maths? Ce qu'il a fait la semaine en maths, vous le refaites le mercredi, parce qu'il y a beaucoup de gosses, Wallah al-Adim, écoutez bien, qui lâchent parce qu'ils n'ont pas compris, parce que le prof n'a pas le temps d'expliquer à tout le monde. Parfois, tu as des classes, ils sont 20, 25, 30. Il y a toujours des gosses qui lâchent. Ils ne sont pas bêtes, hein. Si on pouvait les prendre, leur faire des cours particuliers, des cours de rattrapage, de remise à niveau, ils remontent dans le train, ils peuvent même devenir le premier. Mais ils sont livrés à eux-mêmes et abandonnés dans la jungle. Et après, ils s'enfoncent, ils s'enlisent dans l'ignorance et l'échec scolaire. Et nous sommes responsables. Qu'est-ce qui vous empêche, le samedi, avant le sport, la carotte? Si tu vas à l'association, tu fais 1 heure d'histoire, 1 heure de physique, tu iras au foot, tu iras au judo. Tu ne l'as pas fait? Oui, bien sûr, les enfants ont besoin d'être suivis, ils ont besoin du bâton et de la carotte. Engagez-vous. Soyez parents d'élèves. Suivez les profs. Aidez les profs. Encouragez les profs. S'il y a des lacunes, des manquements, interpellez les responsables. Faites pression. C'est votre école. Vous entendez? Ce n'est pas l'école de quelqu'un. Ce n'est pas une école privée, c'est l'école publique, c'est la nôtre. Avec nos impôts. Deuxièmement, faites du soutien, du rattrapage du tutorat. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Troisièmement, si vous avez une école privée dans votre secteur, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir en mettant vos écoles dans une école privée. Parce qu'il y a plus de suivi. Eh oui, c'est normal, vous payez, donc faites attention. Vous allez me dire, ouais, mais attends, il y a des écoles privées. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, il y a certaines écoles privées qui, malheureusement, ont perdu leur spécificité. Mais la plupart des écoles privées restent à la hauteur. L'étude le prouve.
Ceux qui sont passés par les écoles privées connaissent moins l'échec scolaire pour 1001 bonnes raisons. Il y a 3 semaines, j'ai fait une conférence dans le 93 à Paris, puis je parlais des problèmes d'adolescence. Je disais que l'échec scolaire ne vous aide pas à accompagner votre enfant adolescent. Ouais, parce qu'il est déstabilisé, il est perturbé, il perd confiance en lui. L'échec, attention, c'est pas évident. Hein. Ça déstructure un enfant psychologiquement. Donc, le fait qu'il réussisse à l'école, le fait que devant ses copains, ses copines, il peut montrer qu'il est... Et je donnais comme solution, entre autres, choisissez l'école de vos enfants. Quitte à le mettre dans une école privée, même si ça doit vous coûter cher, même si vous ne devez pas aller en vacances, c'est rien. Et à la fin, une mère de famille, elle m'a dit, tu sais ce que tu as dit, je l'ai vécu moi, avec mes enfants. Et j'ai fait exactement ce que tu as dit. Je les ai mis dans une école privée, et que Dieu me pardonne, j'ai dû mentir. J'ai fait une fausse adresse. Eh oui, la carte scolaire. Elle a été faire une adresse dans le 16e, d'accord. Et elle a réussi à inscrire ses enfants dans une école. Et aujourd'hui, ses enfants sont des cracks. Ouais. Ça marche, hein, attention. Hein. Ça coûte, c'est du suivi, mais ça donne du résultat. Là, après, regardez chez nous à Lille. On a fait une école privée, confession musulmane, comme des écoles privées catholiques, juives, je ne sais quoi d'autre. Ben, à Lille, le premier lycée de France s'appelle le lycée Averroès, premier lycée musulman. Vous savez c'est quoi les résultats? Chaque année au bac. Ça ne descend pas en dessous de 97%. C'est même parfois 100% de réussite. Vous allez me dire, ouais, aujourd'hui le bac, tout le monde l'a. Non, c'est pas, ils ont le bac, hein. Ils ont le bac avec des mentions. Ouais. C'est plus de la moitié avec mention, et après c'est des mentions excellentes, très bien. Ouais, j'ai plus les chiffres en tête, mais tapez sur le net, vous allez voir les résultats du lycée Averroès. Ça marche tellement bien, ouais, qu'ils sortent de là, et ils sont dans les universités, dans les écoles, dans les grandes écoles. Il y en a qui ont leur bac il y a 10 ans, aujourd'hui, ben, on voit, hein, on voit la réussite scolaire, qu'est-ce qu'elle donne après, au niveau social, au niveau économique. Ouais. Et il faut mettre le paquet. Nos parents, nos enfants n'ont pas de prix. Allah, il sacrifie tout ce que vous avez parce que la culture est fondamentale. Si nos enfants ne sont pas cultivés, si nos enfants sont des ignorants, vous savez ce qui va leur arriver? Ils vont être manipulés. Ils vont être manipulés par les grandes firmes, Coca-Cola, Nike et tout ce que vous voulez. Ouais. Leur Dieu sera les vêtements, la mode. Ouais. Ou ils vont être manipulés par des gourous au nom de la religion qui les manipuleront et les utiliseront à des fins. Alors, même si le CNESCO tire la sonnette d'alarme et dit c'est la fin du monde, moi je dis notre système scolaire n'est pas si mauvais que ça. C'est sûr qu'il faut l'améliorer, mais il ne s'améliorera que si et seulement si les parents reprennent le flambeau et s'impliquent, car les parents d'aujourd'hui sont pour la plupart des missionnaires. Vous entendez? Les parents d'aujourd'hui sont pour la plupart des missionnaires. Les enseignants, pour la plupart, veulent accomplir leur métier noble comme il se doit, mais ils ont de grandes difficultés. Donc ils ont besoin d'aide. Et c'est nous qui devons apporter cette aide. Travaillons ensemble. Les associations doivent développer le soutien scolaire, l'orientation, les aider, comme tu l'as très bien dit. Le tutorat, avoir comme exemple un grand frère qui a réussi une grande sœur, c'est fondamental et c'est nécessaire. Ne croyez pas que l'échec scolaire, c'est le fait que votre enfant ne soit pas médecin ou avocat, c'est pas vrai. Hein. Ouais.
Il sort de l'école, il est mécanicien et il assume sa personne, sa famille. C'est ça la réussite. Il n'y a pas de métier ou de sous-métier ou de métier ingrat. Tant que c'est licite et c'est dans le cadre de la loi, alhamdulillah, tous les métiers sont nobles. Ce qui compte, c'est le bien-être et l'équilibre de votre enfant. Ce qui compte, écoutez bien, c'est le niveau intellectuel de votre enfant. Parce qu'il y en a beaucoup. Vous savez, ils sont médecins, ils sont avocats, ils sont profs. Mais quand tu creuses un peu, il est compétent dans son domaine, tu sors de là, c'est le même niveau, il regarde une émission, les dessous, je sais pas quoi, enquête exclusive, enquête spéciale, pendant 1h30, il gobe tout, il avale tout, pas d'esprit critique, pas de recul, pas de recherche, rien du tout. Attention, hein, ne croyez pas que vous êtes sauvé parce que vous savez compter jusque 1000, c'est pas vrai. Hein. L'esprit critique, vous savez, c'est quelque chose qui s'acquiert en sortant un peu des sentiers battus. Tiens, eh oui, c'est pas suffisant ce qu'on nous enseigne à l'école. L'école, vous savez, c'est juste un tremplin. Le plus important, c'est quand vous sortez de l'école. Combien de temps passent vos enfants une fois qu'ils sont à l'extérieur, à étudier, à apprendre, à lire? C'est ça le plus important. Leur faire aimer la science. Qu'ils comprennent, s'ils sont musulmans, que la science est aussi importante que la prière, que le jeûne. Je vais m'arrêter ici. Peut-être que vous avez des remarques, des critiques ou des propositions.